La Convention citoyenne pour le climat, avec son panel de 150 personnes, se veut une expérience de démocratie augmentée. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé que ces assemblées citoyennes se poursuivraient et seraient étendues à d'autres projets. Pourtant, la Fondation du Pont-Neuf parle dans un important document, un rapport que j'ai entre les mains, de trou noir démocratique. Alors pour démêler le vrai du faux, eh bien, je reçois le directeur administratif de cette Fondation du Pont-Neuf, Benoît Dumoulin. Bonjour. Bonjour Martial. Merci à vous d'être présent. Vous êtes aussi par ailleurs journaliste et essayiste. Alors ce modèle de convention citoyenne a été présenté et reçu comme un progrès dans la démocratie. Dans la démocratie, est-ce que vous ne jouez pas finalement un peu les gars de sauce en faisant la fine bouche? Oui, c'est un exercice de démocratie, quoi, pas seulement d'apparence. Alors justement, c'est très intéressant. Il faut replacer un peu l'histoire de cette Convention citoyenne pour le climat dans son contexte. Vous avez eu le mouvement des Gilets jaunes qui a fait apparaître une crise de la représentativité des élites avec une oligarchie qui ne représente plus ou de moins en moins le peuple. Et ce décalage entre ce qu'on appelle traditionnellement le pays légal et le pays réel a été perçu de différentes manières. En tout cas, les autorités se sont interrogées sur ce sujet au moment des Gilets jaunes pour essayer de faire en sorte que on puisse avoir des assemblées plus représentatives. Donc, le constat, je pense que tout le monde le partage. Le fait qu'il y a un déficit de représentation dans les instances qui sont chargées de représenter le peuple, notamment je pense au Parlement, à l'Assemblée nationale, qui ne représentent pas sociologiquement le peuple, ça je crois que tout le monde le partage. Mais c'est à partir de là que les avis divergent. Vous avez ceux qui pensent que il faut renforcer cette représentativité, notamment par des réformes additionnelles. On peut penser à la proportionnelle, on peut penser même à d'autres modes de scrutin qui feraient en sorte que les Français soient mieux représentés par ceux qui sont censés les représenter, par ces instances démocratiques. Et puis, à côté, et c'est là où on arrive à cette convention, tous ceux qui pensent que finalement, puisque les institutions ne fonctionnent pas réellement et que la représentation n'est pas idéale, il faut trouver une autre modalité de représentation démocratique. Et alors on va mettre en place des systèmes, et la Convention citoyenne pour le climat en est un exemple, où on va sélectionner un panel de citoyens, en l'occurrence 150, en disant, mais ces citoyens, c'est la France en petit, ce sont des gens qui sont sélectionnés sur plein de critères, l'âge, la profession, le sexe, et ces critères sont représentatifs de la société française, donc ils représentent la société française dans leur diversité, et on va leur demander de trouver des mesures qui puissent mettre en œuvre la transition. Je vous arrête parce que les auteurs de cette étude, prioritairement les professeurs Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois, qui font un rapport important, disent en gros, voilà, cette convention, elle n'était pas représentative, elle n'était pas indépendante, elle était pilotée, elle était sous influence, elle était sous pression. Alors oui, justement. Pas de cadeau. Mais c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, on a un Parlement qui n'est plus forcément représentatif de la population, donc on va trouver d'autres assemblées qu'on va constituer, des assemblées ad hoc, avec donc là en l'occurrence 150 citoyens, et ils vont être réellement représentatifs. Et on va leur confier un travail, et ce travail qui va consister à trouver des mesures qui favorisent la transition écologique, ces mesures vont être ensuite décisionnaires et vont être reprises telles quelles, soumises soit à référendum, soit au Parlement. Ça, c'est la philosophie de base. Maintenant, et c'est là où j'en viens à cette étude, c'est que ce qui est totalement biaisé, c'est que les auteurs Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin l'ont bien montré, la Convention citoyenne pour le climat n'est en rien représentative de la société française. Pourquoi elle ne l'est pas? Parce que il y a 6 critères de représentativité qui ont été élaborés. De ces critères, je les disais à l'instant, vous avez l'âge, le sexe, la profession, l'origine géographique, et puis si vous venez aussi d'un territoire ou d'une métropole urbaine, enfin d'un territoire rural ou d'une métropole urbaine, vous pouvez vous dire, bon, en soi, très bien, pourquoi pas.
Mais maintenant, si vous voulez vraiment représenter la société française, pourquoi ne prendre que ces critères-là et pas d'autres? Vous avez des critères qui aussi se surajoutent les uns aux autres. C'est-à-dire que vous prenez, par exemple, une Toulonnaise qui est une femme et qui, par ailleurs, est issue d'une catégorie socio-professionnelle comme, je sais pas, ouvrier ou employé. Bah, finalement, elle se retrouve dans plusieurs groupes. Donc, ça brouille un peu ces critères. Il n'y a pas de hiérarchie, si vous voulez. Ensuite, alors c'est là où on vient au cœur du sujet, c'est qu'ensuite, il y a des critères qui sont importants et qui ne figurent pas. Comme quoi Par exemple, la situation de famille. Et il semble important de retenir les gens en fonction de s'ils sont célibataires ou mères de famille, par exemple, ou pères de famille. Et dans la Convention, ça n'y figure pas. Et d'une manière plus générale, on va dire que le fonctionnement de notre démocratie part du principe que ce sont des individus, les uns les autres, qui votent, qui sont amenés à émettre une opinion. Et dans cette convention, en fait, les gens sont choisis en fonction d'un groupe. Donc vous avez une multiplicité de groupes en fonction de tous les critères retenus. Et c'est très très difficile, quand vous rentrez dans une logique de groupe, donc de communauté, finalement, de vous dire, on s'arrête à telle ou telle communauté. Finalement, pourquoi, avec tous les débats qu'on rencontre aujourd'hui, on n'aurait pas des gens qui nous diraient, oui, mais il faut tant de blancs, tant de noirs. Enfin, vous voyez, et donc c'est la surenchère aux critères. Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est pas le doute, pardonnez-moi de vous couper, mais est-ce que c'est pas finalement le prix à payer pour obtenir ce que les Gilets jaunes ont demandé? Et quand ils demandaient le RIC, c'était un référendum d'initiative citoyenne. Là, on a une initiative citoyenne et vous faites la fine bouche. Alors justement, c'est là où c'est très intéressant, c'est que on continue dans le processus et ça me permettra de répondre à votre question. Vous avez un institut de sondage qui est chargé de sélectionner ces 150 personnes. Alors on va dire, comment faire pour qu'elles représentent la population française? L'institut génère des numéros de téléphone, puis après on propose aux gens de participer à cette convention. Déjà, il y a une discrimination entre ceux qui ont le temps et ceux qui n'ont pas le temps. Vous avez des populations, c'est simple, qui n'ont pas le temps. Je pense aux agriculteurs, par exemple, qui sont censés être représentés, je sais pas, 1% de la population française. Mais déjà, il faut qu'ils aient le temps de venir. Ce n'est pas forcément le cas. Après, vous avez des catégories qui sont censées être des blocs homogènes et qui ne le sont pas du tout. On parlait d'agriculteurs. Est-ce que vous voyez un point commun entre un gros céréalier de la Beauce qui gagne très bien sa vie et un paysan breton ou basque qui est sur le... Ça veut dire que le RIC, c'était une erreur, alors? Alors non, le RIC justement, c'est complètement différent. Je reviendrai après, mais c'est complètement différent. Là, si vous voulez, le but, c'est de dire on va voir la société française en miniature. En fait, on n'a pas la société française en miniature. On a un panel de gens qui ont accepté, et vous savez ce qu'on leur a posé comme question. C'est biaisé. Alors, je l'ai là. Harris Interactive, donc, a dit a contacté donc, les 150 personnes pour leur demander, pour leur dire, l'objectif de cette convention est d'aller plus loin et plus vite dans la lutte contre le changement climatique et donner davantage de place à la participation citoyenne. Donc ça veut dire qu'en fait... En votant Macron, mais ça on oublie la phrase, non? Non mais, en fait, c'est là où la question est biaisée. C'est-à-dire qu'en gros, si vous ne voulez pas aller lutter pour la transition écologique, finalement, est-ce que vous allez être volontaire pour participer à une telle convention? Vous voyez? Et alors après, vous avez, et c'est là où la convention, la note des deux professeurs est très intéressante, c'est sur la question de l'indépendance. Parce qu'il faut quand même regarder de plus près de quoi il s'agit. Vous croyez qu'il s'agit de 150 citoyens qui, après, travaillent tout seuls? Non, ils sont encadrés par un comité de gouvernance. Dans ce comité de gouvernance ou de pilotage, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans ce comité de gouvernance, qui en est le coprésident Laurence Toubiana et Monsieur Pêche. Qui est ce Monsieur Pêche? Thierry Pêche. C'est le directeur de Terra Nova. Et donc, vous voyez... C'est un think tank très à gauche. Très à gauche, qui se définit lui-même comme progressiste et qui aujourd'hui est proche du président Macron. Et si on pouvait aller plus loin, on pourrait montrer aussi, et la note le fait, que la plupart des personnes qui ont été mandatées pour
piloter la Convention citoyenne viennent de Terra Nova. Et donc c'est là où en fait la démarche est complètement biaisée. Et après, et la note le montre aussi, vous avez quelque chose qui est très intéressant, c'est que vous avez dans les 149 propositions qui émanent de cette convention, vous avez des scores dignes d'une république bananière. C'est-à-dire que vous avez 99% de gens qui veulent la plupart des mesures. Il y a juste une mesure qui a rencontré que 60% d'avis favorables. Et en fait, vous avez ce mécanisme de pression interne au groupe qui fait que finalement, quand les gens sont choisis un peu dans le même moule, c'est-à-dire des gens qui acceptent, qui ont du temps et qui sont globalement favorables aux objectifs de la Convention, et qui en plus, entre eux, cherchent à mettre une pression interne entre eux pour mutuellement être du même avis, et vous arrivez à un moment à une espèce de pression du groupe, alors que dans le vote, finalement, vous votez ce que vous voulez. La recherche du consensus. C'est la recherche du consensus. Et puis, dernière chose, le poids des experts. Et c'est là où la note est très intéressante, c'est qu'elle montre que ce que les auteurs appellent le retour du saint-simonisme. Frédéric Villot, d'ailleurs, va publier un livre. Voilà. Je crois que vous en avez parlé. Voilà. Et donc, du coup, pourquoi le poids des experts? C'est que vous avez ces 150 citoyens qui, déjà, exercent une pression mutuelle parce qu'ils participent à des sous-groupes et à chaque fois, celui qui est moins emballé par telle proposition n'ose pas le dire parce qu'il y a la pression du groupe. Et en plus, ils sont face à des experts que le comité de pilotage leur a sélectionnés. Et ces experts, ils sont globalement dans un sens, même si on peut trouver aussi des gens dont l'avis est tout à fait recevable, mais ils vont globalement dans le sens demandé. Benoît Dumoulin, vous ne me répondez pas à ma question. Après tout, je me fais l'avocat du diable. Ce think tank gauchiste Terra Nova peut vouloir éviter la dérive populiste que pouvait introduire le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Et c'est finalement pas une mauvaise chose, on fait le RIC sans le RIC. Alors justement, on considère là-dessus que le RIC est forcément quelque chose d'irrationnel, parce qu'il va conduire les gens à répondre en faisant appel aux peurs, comment dire, et qu'on ne peut pas avoir une démarche rationnelle dans le vote. Et en cela, ceux qui prônent cette solution, enfin ceux qui délégitiment le vote populiste, sont finalement antidémocratiques. Et ils disent que la vraie démocratie, c'est celle qui repose sur un petit panel où, comme je le disais, il y a un espèce de phénomène ou de consensus mou qui émerge et où il y a le poids des experts qui intervient et finalement qui est de moins en moins démocratique. Donc, bien sûr que à la sortie, le résultat est complètement différent. Donc, est-ce que vous appelez démocratique une convention comme celle-ci qui sélectionne des gens sur une question biaisée, avec une homogénéisation des points de vue qui se forment au sein du groupe et avec des experts qui ont un poids prédominant. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est plus démocratique que d'aller demander à quelqu'un, au peuple, de se prononcer? Alors, il se prononce en général de deux manières. Le peuple, il se prononce soit directement, soit par la voix de ses représentants. Ça, c'est l'article 3 de la Constitution. Si vous sortez de ces deux voies, vous faites ce que le rapporteur de la Convention appelle une démocratie augmentée, mais qui est un déni de démocratie. Donc, pour répondre à votre question, c'est bien un déni de démocratie sous un habillage de représentation citoyenne. Mais en fait, ça ne représente pas. Alors, plus grave, les rapporteurs de cette étude qui est vraiment importante disent qu'en fait, ce discours de démocratie participative, démocratie augmentée, ce type d'expérience finalement n'a qu'un seul but, presque avoué d'ailleurs, c'est de neutraliser toute idée de référendum. Le référendum fait peur aux puissants et suscite une extrême méfiance du pouvoir. Ça, c'est l'avis, c'est le but inavoué. C'est-à-dire que, en gros, on sait très bien que sur beaucoup de sujets, le recours au peuple est vécu comme
comme je le disais à l'instant, comme le moyen de ressusciter un vote irrationnel qui fait appel aux peurs. Et donc, du coup, la logique qui consiste à dire ne nous adressons pas au peuple a de plus en plus rencontre de plus en plus de succès dans cette France macroniste qui est en fait une résurrection du despotisme écléré. Du 18e ou alors du saint-simonisme au 19e. Et c'est là où, en fait, il y a un déni de démocratie complet. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, il faut quand même rappeler ce qu'est la démocratie dans la Constitution de la Ve République. Là, on en sort complètement. La démocratie, c'est demander au peuple de s'exprimer, soit directement, soit par le biais de ses représentants. Mais en quoi ces 150 personnes représentent le peuple ? Vous voyez, je lisais Nicolas Sarkozy dans l'ouvrage qu'il vient de publier sur les 2 années de son quinquennat, s'explique en disant « Moi, je ne suis pas opposé au référendum, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas trouvé des questions qui répondent par oui ou par non ». En clair, il dit à chaque fois que la question est posée, elle est complexe, et tellement complexe que finalement, elle ne peut pas apporter une réponse claire des Français parce qu'ils n'ont pas tous les éléments en main. Et donc, s'il y a référendum, ça doit être sur quelque chose de simple, quelque chose de clair, par oui ou par non. Et on peut bien concevoir que sur le climat, là aussi, il y a tellement de choses que ça serait difficile d'en faire un référendum. Alors, c'est intéressant. Je ne dis pas qu'il faut des référendums sur toutes les questions. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des référendums que l'on s'interdit. Vous vous rappelez, par exemple, pendant la question suite aux Gilets jaunes, vous avez eu un grand débat national qui a été engagé par Macron. Et à un moment, il y avait la question de faire un référendum sur l'immigration. Bon. Et tout de suite, la réponse a été non. Un référendum sur l'immigration ne peut être qu'irrationnel. Il ne peut conduire à faire appel à des peurs et donc du coup il doit être écarté. Et alors par contre vous avez raison. Il y a des sujets sur lesquels le référendum quand les sujets sont trop techniques ou trop complexes, le référendum n'est pas la bonne solution. Mais dans ce cas-là, quelle est la bonne solution ? C'est la représentation parlementaire. Il y a des sujets qui sont normalement destinés au peuple quand il est à même de trancher, d'autres qui sont destinés à la représentation parlementaire. Mais cette démocratie augmentée, en fait, c'est ni l'un ni l'autre, donc c'est pas du tout une démocratie. En fait, ce qu'il faudrait, et ça là, je reviens à ce qu'on disait au début de cet entretien, ce qu'il faudrait, c'est corriger les causes qui ont rendu possible une telle dérive. Et les causes, c'est faire en sorte que la représentation parlementaire représente réellement le peuple. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'avoir une espèce d'usine à gaz comme cette convention pour le climat. Vous aurez une Assemblée nationale, puisque c'est quand même elle qui représente le peuple en démocratie, qui sera non pas un parfait décalque, non pas une France en miniature, qui ne sera pas fait à partir de quotas et de critères lesquels sont toujours contestables et contestés, mais qui sera fait à partir de l'élection. Et là, ce qu'il faut, c'est plutôt faire en sorte que les gens votent, faire en sorte que peut-être prévoir, je ne sais pas, une dose de proportionnelle, et peut-être redonner confiance dans les institutions démocratiques. Dans le rapport, il est dit, finalement, on avance vers une 3e chambre parlementaire, c'est vers cela qu'on avance, mais qui certes ne voterait pas les lois, mais se comporterait comme telle. Et j'ai envie de vous dire, mais ça existe déjà, il y a un machin que personne ne connaît bien, mais qui coûte très cher pourtant, et qui produit peu, c'est le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui est doublé de conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les CESER. Cette 3e chambre parlementaire, elle existe déjà, sauf que là, on la modernise finalement, on remplace le CESE par ces conventions citoyennes. Alors, c'est effectivement un projet de cette convention citoyenne, c'est de faire du CESE une espèce de chambre d'enregistrement de tous ces travaux citoyens, enfin citoyens entre guillemets. Mais attention, le CESE, d'abord, vous vous rappelez en 69, enfin en tout cas... Pas moi. Moi non plus. Mais en tout cas, en 69, De Gaulle avait voulu faire cette réforme du Sénat
et des régions. En fait, c'était quoi? C'était faire en sorte que le Sénat, fusionner le Sénat et le Conseil économique et social pour que le Sénat prenne en compte les problématiques, les territoires, mais ça il le fait déjà, mais surtout les problématiques des chambres de commerce et d'industrie, enfin le monde économique. Bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti, et depuis le CESE est devenu une institution, une coquille vide qui ne sert à rien, qui coûte très cher et qui avait une chance de montrer à quoi elle servait en 2013. Et quand, au moment de la manif pour tous, il y a eu cette saisine massive par 700 000 signatures du CESE, et à ce moment-là, le président de l'époque, qui était Jean-Paul Delevoye, a dit que non, il n'était pas concerné, qu'il s'agissait de sujets sociaux et pas sociétaux, et donc du coup, il a montré qu'il ne servait à rien. Il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, une proposition d'Hervé Mariton de supprimer le CESE, je pense que ça aurait été très bien, et aujourd'hui... Et donc si la Convention citoyenne déloge, si j'ose dire, oui, voilà. Le Conseil économique et social... Mais donc, du coup, c'est une manière de recycler le Conseil économique et social dont on sait que la légitimité est contestable et contestée et qui ne sert à rien, et d'en faire une chambre d'enregistrement de cette démocratie augmentée. Mais vous voyez, la démocratie augmentée, en fait, c'est plutôt c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc là, en fait, on va essayer de redorer le blason du CESE, mais pour quelque chose qui est très contestable et qui va permettre, c'est l'objet, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de contourner le référendum. La Constitution donne 2 voies pour saisir le peuple. C'est soit l'article 11, référendum non constitutionnel, théoriquement, soit l'article 89, quand on révise la Constitution. Donc on peut, dans la Constitution de la 5e République, saisir le peuple. Et là, en fait, on fait tout pour finalement faire en sorte que le peuple ne soit pas consulté. Alors, je lis la façon dont ça a été présenté, parce que le président de la République est venu clore l'ensemble de ces débats en parlant d'un grand moment démocratique d'intelligence collective. Et alors, on a appris à ce moment-là qu'en fait, ça avait vocation à être donc institutionnalisé. C'est-à-dire que, j'ai pas très bien compris, on prend les 150 même et on recommence, ou on change les 150 ? Alors ça, c'est pas très clair, mais au niveau de l'organisation. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ce qui a vocation à être pérenne dans l'esprit du président, c'est les projets qui vont émaner de cette convention. Alors, la composition sera peut-être modifiée parce que c'est quand même 7 sessions de 3 jours chacun, donc il faut avoir du temps pour participer à ces sessions. Et donc, que ce soit les mêmes ou d'autres, finalement, le poids de Terra Nova sera le même, les instances permanentes seront les mêmes, le poids des experts sera le même, et donc, on va de plus en plus vers ce despotisme éclairé. Vous allez avoir... Là, Barbara Pompili a annoncé que les premières mesures prises par décret en vertu de cette convention allaient l'être là dans les jours qui viennent. Elle a annoncé ça lundi. Et après, vous allez avoir des projets de loi, vous allez avoir même des projets de ratification parlementaire. Moi, je prends le pari qu'il n'y aura jamais de référendum sur toutes ces mesures. Et alors, donc, on verra que c'est un moyen de contourner. Alors, vous relevez une chose incroyable, mais véridique, c'est que cette convention qui se veut citoyenne ne répond pas du tout aux attentes populaires. Exemple, bien évidemment, les 110 km sur les autoroutes, oui. 75% des Français y sont opposés. C'est une proposition de la convention citoyenne. Oui, mais pour le coup, celle-ci, Macron ne l'a pas retenue, justement parce que, échaudé par les Gilets jaunes et par la limitation à 80 en 2018, qui était en fait une volonté d'Édouard Philippe. Donc là, il ne l'a pas retenu. Vive les Gilets jaunes, alors. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un moyen de faire avancer des projets très idéologiques. Par exemple, il y a eu ce même type de convention en Irlande, et ça a été le moyen de proposer le mariage homosexuel et de le faire passer. C'était il y a 2 ou 3 ans. Et donc ça sert, et c'est dit tel quel par le comité de pilotage de la Convention citoyenne, ça servira aux sujets sociétaux, ceux qu'on n'arrive pas à faire passer. Soit on les fait passer en force au mois de juillet, quand aucun député n'est là, et c'est ce qui se passe avec la bioéthique, soit on les fera passer par une convention
citoyenne, et tout le monde sera très content, et on trouvera que ça sera très démocratique. Alors, la Convention citoyenne, c'est du bidon. Bon, ben là, en lisant le rapport, ça fait malheureusement peu de doute. Est-ce que, plus généralement, et c'est ma dernière question, est-ce que la Fondation du Pont-Neuf, dirigée par Charles Beigbeder, a vocation à répondre à la Fondation, au think tank Terra Nova? Est-ce que finalement, vous n'allez pas être ceux qui vont dénoncer le comportement de ces think tanks qui a fait ce qu'elle voulait, y compris sous la présidence de François Hollande et sous la présidence d'Emmanuel Macron? Alors, juste une petite précision, Charles Beigbeder préside le think tank. J'ai dit le contraire, monsieur, dirige. C'est Frédéric Rouvillois qui le dirige. Pardon. Voilà. En tout cas, dirige les travaux et Charles Beigbeder le préside. Après, concernant ce que vous disiez, est-ce qu'on est le miroir inversé de Terra Nova? Alors c'est marrant parce que quelques-uns, c'est très souvent nos ennemis qui nous définissent, nous ont dit « Ah, mais en fait, vous, le Pont-Neuf, vous êtes un Terra Nova de droite. » Et pourquoi pas? C'est quelque chose qu'on assume tout à fait. Après, on ne se définit pas uniquement par rapport à ça. On est d'abord et avant tout un think tank conservateur. Alors, effectivement, le conservatisme est l'inverse du progressisme. Donc, oui, bien sûr, on assume tout à fait ce rôle. Et est-ce qu'on veut être, par ce biais, un outil, et par les notes et par les colloques qu'on organise, un outil d'aide à la décision au sein de tous ceux qui se reconnaissent dans la famille du conservatisme? Oui, bien sûr. Et on aura d'autres occasions de le montrer. Merci beaucoup, Benoît Dumoulin, d'avoir apporté des éclaircissements sur ce qui se présente finalement comme une forme d'imposture derrière une convention citoyenne où on pouvait attendre un tout petit peu qu'elle soit aux mains des citoyens. On s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Merci. La Fondation du Pont-Neuf, c'est un site sur lequel on peut retrouver ce rapport. Voilà, exactement. Fondation-du-pont-neuf.fr. Merci Benoît Dumoulin. Je vous en prie. Merci beaucoup, Martial.